Aujourd'hui, et comme tous les jours, on aurait envie de se demander quoi d'œuf sous le soleil et pas grand chose, surtout que ça cogne. On va parler de ça, de ce que ça fait d'avoir du nouveau, de l'interroger, de ce que c'est la possibilité du nouveau avec un livre incroyable, évidemment d'une autrice incroyable, Judith Schlandler. Ça faisait assez longtemps que je l'avais dans le viseur et que je cherchais à mettre la main dessus. Je viens tout juste de finir L'invention intellectuelle de Judith Schlandler, c'est du très beau Fayard de 1983 qui a donc coûté 79 francs TTC, atelier Pascal Berken, imprimé en France, donc ça date en sud offset. Je crois que c'est 83, je ne me trompe pas. Bon, moi je l'ai trouvé grâce à Chasse au livre et puis ma petite fibre collectionneuse s'est mise en route. Tac tac tac, 83, librairie Artem Fayard. Et bon, mais c'est comme à chaque fois que j'ouvre un livre de Judith Schlandler, une ébullition, des feux d'artifice, des méditations lentes, des ruminations je vais dire à 6 coups, mais je ne sais pas exactement compter, mais comme ça, qui reviennent, des formes spiralées de l'intellect, enfin. On a eu un bref petit échange, j'ai posté une citation il y a 2-3 jours sur un site Facebook de ce livre pour dire voilà, tel passage je n'étais pas d'accord, mais alors qu'est-ce que j'aimais de ne pas être d'accord et qu'est-ce que ça m'a amené comme pensée, c'est-à-dire cette écriture qui est tellement heuristique et d'une certaine manière aussi euphorique, et c'est un trait qui va s'accentuant, je trouve, quand on reprend les textes de Judith Schlandler dans leur ordre chronologique. Et François Bon m'a très amicalement et très justement écrit que lit ça et on reprend le livre un mois après. En lisant 10 lignes comme ça, et bon, voilà, je me suis trouvée contrainte par la force de l'amitié d'avouer que je ne comprenais pas un mois après, je fonçais, j'arrivais pas à le lâcher. Et il y a ça vraiment de lecture possible à multiples ententes, et je me disais même au niveau de l'organisation, donc on a des parties et des chapitres. Et on a beaucoup de ce que j'appelle, je ne sais pas si la dénomination est ok, donc là par exemple sur l'articulation du niveau, on a juste ici un petit titre en diagonale, en métallique, et tout en bas. L'intellectuel et le factuel, je l'ai attrapé au hasard. Et donc ça, ce sont des espèces d'intertitres, enfin, ça donne l'impression qu'on peut tout lire de manière démultipliée ou fragmentée par, comme ça, des choses qui seraient un peu thématiques. Ce sont plutôt des balises pour un itinéraire, pour un cheminement, plutôt qu'un itinéraire. Mais enfin, pour un déroulement de pensée qui par une multitude de fragments. Donc j'ai l'impression que cette dimension fragmentaire de l'écriture, qui pourrait donner l'impression d'une désarticulation, et en fait c'est plutôt d'une autonomisation des parties dans le tout, est un trait qui va s'accentuer dans l'écriture de Schlandler, et c'est dans le même temps quelque chose qui serait très dommageable à mon sens que de ne lire que par fragments, c'est-à-dire qu'en fait elle parvient à faire, donc je ne sais pas débuter sur ce point peut-être un peu technique de la composition, mais de déroutant en tout cas, c'est un peu étonnant pour un cheminement, mais de la... C'est-à-dire que ce sont des livres qui sont tellement bien écrits qu'on peut lire pour une bonne part comme des aphorismes, comme on peut lire, pas exactement les caractères, puisque là on a vraiment des séries de portraits, mais des moments avec une question. Et donc, les intertitres permettent ainsi une forme de balisage de ces questions. Ils sont parfois un peu mystérieux, non pas par pédanterie ou coquetterie, mais véritablement parce qu'en fait, il y a comme toujours une surprise au cheminement de la pensée suivi par Schlandler, c'est-à-dire pas uniquement Schlandler, mais aussi
des pensées qu'elle va comprendre, ou dont elle va montrer les articulations ou faire entrer en écho pour poser des questions, tout simplement. Donc, voilà. Et ça, cette dimension, c'est possible de le lire par morceaux, un peu méditative, elle s'accentue à mon avis chez elle. Et c'était vraiment tout le lieu de l'échange avec François, et qui est très juste, mais la lecture continue fonctionne aussi. Et en même temps, ça fait vraiment partie des livres. Donc là, c'est la première fois depuis des mois que j'arrive à lire complètement un essai, on va dire, de pensée, un livre de pensée. Là, on a vraiment ça. Qui pense fort, qui pense beaucoup, dans plein de directions, et qui est en plus vraiment important pour mes recherches. Je l'ai lu encore une fois avec cette espèce de démarrage. Tout est début et tout recommence, et tout débute encore et encore. Parce que ça débute vraiment, ça prend du temps. Un début, c'est long. On dit que l'éternité c'est long vers la fin, mais le début c'est quelque chose quand même. Donc c'est... en prenant beaucoup de notes, c'est-à-dire une façon de prendre des notes qui est le recueil de citations, la copie de citations, ou des photographies, donc si je prends une photo, je fais des citations. Ça a été, et je n'ai pas écrit dans celui-ci, ça c'est aussi pour le côté un peu collectionneuse, je peux le faire, lâcher pas l'envie, et en même temps le livre c'est lui dans mon sac, c'est un peu, je suis un peu triste, j'ai vu un exemple après. Donc c'est, voilà. Ça c'est peut-être dans les prémices, parce que ça vient avant, pas mal de choses à dire, mais donc c'est, ça c'est quelque chose, moi je suis pas du tout une spécialiste de Judith Chandler, je commence à la lire régulièrement depuis 10 ans. Mais sans avoir lu absolument tout, sans avoir saisi, sans avoir le stylo en main, avec déjà quelque chose de l'ordre d'un immense plaisir de lecture, parce que ce sont des lectures très euphoriques et très euphoriques, pour moi en tout cas, donc c'est parfois un peu difficile, mais ça fait du bien. À ce titre, si on est moins académique, peut-être ces ouvrages les plus récents seront plus essayistes, moins, parce que là il y a des moments complets de résumé de thèse. On ne peut pas résumer une thèse que légèrement. Et plus, justement, je pense, légèrement, ça se met dans la blague. Et c'est un livre qui interroge le fait que l'on puisse penser. Parce que penser, c'est être pris. On ne peut penser que si on dit quelque chose qui n'existe pas, que si on pense, que si on va verbaliser quelque chose qui n'existe pas déjà, même si ça n'est qu'un film. En gros, globalement, si vous ramenez ça de la grammaire, s'il y a un thème, vous avez une phrase, il y a aussi un propos. S'il n'y a qu'un thème, les choses sont. La mise en action de la pensée, elle va passer par déjà une forme d'altération, d'altérisation, de nouveauté, de novation. Et cette nouveauté, elle est en même temps un mystère, métaphysique, philosophique, parfois esthétique, mais là c'est moins le cheminement épistémologique. Comment on pense nouvellement? Parce que vous pensez bien avec ce que vous êtes et ce que vous avez sous la main, comment se fait-il que surgisse une nouvelle pensée? En gros, pourquoi il y a une histoire des idées, à fortiori une histoire des sciences? Comment ça se fait que ça change? Et les réponses sont évidemment non définitives et assertives, vont passer par un développement biographique monstrueux. Et c'est vrai, le cheminant sur cette question pas de pourquoi on pense, mais comment on pense, puisque penser, c'est amener du nouveau. Et ça va pas du tout de soi d'amener du nouveau, puisque, par exemple, si on regarde du côté, donc là plutôt littéraire, ça c'est pas dans le livre, hein, mais
l'intertextualité nous montre que finalement, d'une certaine manière, on ne dirait jamais à nouveau, ou en tout cas, qu'il ne soit déjà là en langue, ne serait-ce que par des formes de recomposition, de réutilisation, de remotivation des mots, et qu'on parle une langue qui a déjà été parlée. Donc c'est une véritable question de comment on fait du neuf. Je crois l'avoir déjà raconté ici en vidéo, mais peut-être, en tout cas c'est une interrogation qui explique en partie pourquoi j'avais un projet de thèse, donc de travailler en master sur les questions de roman d'apprentissage, c'est-à-dire de possibilité de renouvellement d'un personnage, comment on va changer l'identité. Parce que l'intérêt, c'était pas comment on arrive de soi à soi, mais comment on devient quelqu'un d'autre, comment on se transforme. Pourquoi je suis allée vers l'épistémie critique en thèse, en plus des circonstances, et qu'est-ce que je fais maintenant avec les féministes, c'est cette idée d'une invention du féminisme. Petite, moi j'étais omnubilée par l'idée qu'il fallait absolument faire quelque chose de nouveau, parce que j'avais entendu que tout avait déjà été dit ou ressenti, ce qui n'est pas exactement le propos de la personne qui me l'avait dit, mais qu'il était impossible de faire du nouveau parce que il y avait une forme d'épuisement global. C'était une idée qui était pour moi très angoissante et aussi un défi, une forme de défi à relever. Donc je me suis dit, bon, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, comment faire du nouveau, et je n'y arrivais pas. Je trouve ça, j'ai vraiment une fascination sur ces questions de comment réussir à pas systématiser, mais systématiser sur quelque chose d'intéressant, mais à modéliser l'ensemble du réel, dans les champs personnels, hein, mais comment réussir à mettre en place des classifications, des anticipations. Et j'en étais arrivée, à force de buter sur, on va pas pouvoir raconter de l'histoire parce qu'elles sont toutes été vécues, par exemple, mais que c'était donc la manière qu'il fallait pour changer un peu les choses. Alors j'avais pas du tout des questions. Je parle de mon CE2 là, donc j'avais essayé d'inventer une nouvelle langue. Je faisais des petits répertoires de langue, et après j'avais essayé d'inventer dans l'écriture, mais je voulais des traits qui ne soient ni des courbes ni des droites, et là j'ai eu la pourrie, et je crois que ça a un peu sonné la fin de la récréation. Ça a été quelque chose qui m'a vraiment porté à un moment, donc on ne peut pas faire de nouveau, on y va, et qui est vraiment resté au lycée. Je voulais faire un répertoire de tout ce qui avait déjà été fait. Les choses de cet ordre-là, ça explique aussi en bonne partie, c'est un des facteurs qui m'a beaucoup plu dans le roman de Léa Clunin, de Memory Palace, cette idée des archives de l'ensemble de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie des choses qui m'ont un peu m'accompagner, donc comment faire quelque chose de nouveau. La première partie est plutôt historico-thématique. En partant donc des catégories archaïques que sont le génie, le hasard, la vie, la force. Donc je vais quand même rappeler que Judith Schlanger est notamment l'autrice de cette thèse, des métaphores d'organisme, que je conseille tout le temps, qui est sorti en 71 chez Drin, qui a été réédité, je ne sais plus en quelle année, chez Harmattan. C'est un livre essentiel, donc il faut le trouver en pub, mais évidemment assez difficile, mais donc pour parler, donc, il y a un petit moment, mais c'est vraiment une demi-page où elle évoque, sans le citer. Mais globalement, elle y étudie ce modèle culturel, ce supramodèle, cette suprastructure intellectuelle qui est la nature au XIXe siècle, et découlant de la pensée romantique, avant et après, donc pour montrer cette espèce de changement structurel. La question est toujours comment on pense, et donc là, la question des métaphores de l'organisme, c'est quel est ce réservoir d'images et de pensée, comment s'organise ce réservoir d'images et de pensée pour expliquer, et comment, quel va être le geste d'explication des sociétés, de quoi la nature de... Ma phrase est très mal formulée. Qu'est-ce que la nature vient expliquer? Non pas la nature existante, parce que ça, c'est un mythe, la nature. Il n'existe pas la nature en soi. C'est déjà raconter une illusion de parler que de nature. Mais qu'est-ce que
qu'est-ce que le recours à la nature fait comme ça, cette espèce d'hyperstructure, ce qui n'est pas forcément qui structure un moment d'époque qui s'aimait. On peut peut-être trouver quelque chose comme ça d'un peu Foucaultien, de Foucault derrière, qui va structurer la pensée d'une époque. Et quand je dis la pensée d'une époque, c'est très compliqué parce que c'est inaccessible la pensée d'une époque. On pense dans le passé, c'était le thème d'une vidéo récente sur cette chaîne. On pense dans et avec le passé, et ce sera aussi le thème de la question de l'innovation. On pense différemment, on pense en écho, on pense en contradiction. Et tout ça, même si on fait comme l'a fait Marc Angenot, l'analyse aussi exhaustive que possible d'une seule année. Dans son cas, c'est 1889. Donc cette première partie, elle prend comme ça des espèces de petits percées même, enfin je sais pas, ces catégories qui sont le plus souvent mises en avant et qui permettent de révéler ces questions que sont donc le génie, puisque le génie serait capable d'innovation, mais en fait pas forcément. Globalement, il y a un grand rôle entre l'invention quotidienne, banale, et la très grande invention, celle mythique, du dessin laïque du XIXe siècle. Donc comment, qu'est-ce que ça dit de comprendre, comment ça permet de comprendre quelque chose, de ce qui est considéré comme grand et nouveau. Donc le hasard, c'est-à-dire est-ce que l'invention peut être déterminée, est-ce qu'elle peut être guidée, comment à ce niveau-là. Et donc force, autocréation, expression, là ça va être des questions autour de Bergson, autour de l'élimination, ça c'est assez rapide. Et donc Claude Bernard aussi, Poincaré, ça m'a beaucoup intéressé, quoique je ne pense pas le Poincaré, plus Claude Bernard. C'était des réflexions que je m'étais faites aussi, notamment à la lecture du Cahier rouge. Je voyais aussi en fait une anticipation d'aucune dans le Cahier rouge chez Claude Bernard, en tout cas quelque chose qui était très différent en termes de philosophie des sciences. J'y reviendrai peut-être, mais ma vidéo sur Claude Bernard avait quand même fait un gros flop. Alors je suis courageuse pour le flop, mais ça fait quand même longtemps que j'ai pas lu Claude Bernard. L'idée neuve et féconde, Claude Bernard attribue un rôle décisif aux hypothèses dans la recherche expérimentale, donc on est quand même plutôt sur introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Donc bien sûr, l'histoire des sciences, qui est quand même une histoire d'invention et de découverte, c'est pas la même chose, mais c'est souvent des choses qui sont pensées l'une par l'autre. Pas forcément terroristes, mais souvent complémentaires, et parfois vraiment l'une pour l'autre aussi, qui mettent en place, chez Bernard, une espèce d'épistémologie de l'invention, une espèce de méthode. On a presque envie de dire hypothético-déductive, ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas, littéralement expérimental. On a une hypothèse, on l'expérimente, c'est vrai, c'est beaucoup plus subtil, bien sûr. Les questions donc de pensée intuitive à partir de Poincaré et des mathématiques, là c'est quand même un moment où j'ai un peu décroché, mais je sais qu'il y a les amateurs de la matrice. Les abécadoniques, le schéma d'illumination, Adama reprend Poincaré, intégration de l'accusateur. Alors j'ai décroché, je n'ai pas décroché parce qu'en fait ce sont des moments où sont repris des récits d'invention et de découverte de cette espèce de mythologie d'une invention ponctuelle, le fameux Eureka que l'on trouve sous la figure d'Isaac Newton dans la rubrique de Gottlieb, cette espèce de moment où paf, quelque chose arrivait qui en fait est complètement une fiction. Et donc qui met en avant la sérendipité, donc la découverte par hasard, on prononce à deux chances pour le moment, etc. Donc ça c'est assez vaste. Je vais en profiter pour vous mettre aussi les actes du colloque que j'ai. Premier colloque que j'ai organisé avec mon collègue Johan Rinaudet, qui était précisément sur cette question, et j'ai fortement regretté de ne pas avoir lu ce livre de Schlanger au moment de l'organisation du colloque. En tout cas, il y a un article de ma part, pas exactement dans le colloque d'ailleurs, il était à part, mais je l'avais fait au colloque où après on avait resserré les actes sur le 19e, sur Isaac Newton de Gottlieb. Donc voilà, plein de questions sur l'invention dirigée, la forme intellectuelle, donc quelle psychologie de l'invention, quelle sociologie de l'invention, plutôt psychologie d'ailleurs dans le texte me semble-t-il. Qu'est-ce qui
voilà, comment ces choses-là sont pensées, et sont pensées non pas uniquement par l'autrice seule dans un tour d'ivoire, mais avec énormément de biographies de ce genre que j'avais pu effleurer sans réaliser qu'il s'agissait d'un genre qui est celui donc des livres d'invention, et notamment des manuels d'invention, de créativité pour penser aussi en groupe. Ça a été le cas pour la conception des objets, procédure heuristique, contexte de la découverte, etc. Alors attention, ce n'est pas un manuel d'invention, ça ne va pas vous apprendre exactement à inventer, ça vous permet de comprendre comment ce qui est appelé invention permet de faire une histoire de la pensée, mais c'est pas un livre d'histoire, mais de penser la pensée, c'est exactement. Ce qui est intéressant puisque il s'agit aussi de penser la bouche pleine, c'est un livre précédent, celui-ci, qui est aussi extraordinaire. Donc les choses là m'ont énormément marqué. Là on va entrer dans un... Alors, je pense qu'il faut vraiment une première moitié pour comprendre, et en fait ce sont quand même des questions qui sont assez techniques, hein, d'histoire des sciences et de la pensée. Je crois qu'elles sont rendues accessibles, en tout cas. C'est bon, c'est très très bien écrit. Il y a toujours une espèce de petite... d'un petit ton, pas exactement pince sans rire, mais j'ai l'impression d'un souvenir un peu rêveur, des choses comme ça, qui rend la lecture très douce. C'est quand même beaucoup plus agréable à lire que Kant. Kant, c'est mieux en allemand, ça fait longtemps. Là par exemple, alors j'avais la citation, je vais essayer de la reprendre un peu au fur et à mesure. Celle que j'avais partagée, c'était sur alors, en termes de bibliographie, c'est tellement riche, vous pouvez tout chercher. Et en plusieurs langues. Le langage est important encore, je suis page 93, outre la puissance suggestive de son vocabulaire, parce qu'il est un tissu, un système discursif indépendant du raisonnement purement logique. Un discours quelconque peut être mal cohérent sans être par là même dépourvu de sens. On touche ici un point qui est rarement explicité, bien qu'il sous-tende, me semble-t-il, le raisonnable heuristique. Il arrive souvent qu'un énoncé présente un sens, alors qu'il est logiquement fautif, donc en logique. La vie courante s'accommode de ces situations, et elle se rencontre aussi d'une façon temporaire mais décisive au stade inventif de la connaissance. J'ajouterais que c'est le lieu où le cognitif, qui est la connaissance, est voisin de l'idéologique, le lieu de l'efficacité des énoncés incorrects. Avec cette différence que l'énoncé idéologique est efficace, ou même fautif, par ses valeurs, tandis que la puissance de l'énoncé heuristique tient à la perspective qu'il ouvre et à la forme qu'il esquisse, bref, au nouveau connaissable qu'il suggère. Ici, je voudrais un peu de... Ce qui va être nouveau, c'est que ça va permettre d'avoir non pas une nouvelle connaissance, mais un nouveau connaissable, c'est-à-dire une nouvelle façon de produire de la connaissance et de voir le monde. C'est ça, la nouveauté qui est recherchée, c'est pas juste une information, c'est vraiment une nouveauté forte. Et moi je ne suis pas forcément d'accord par le fait de ramener l'idéologique aux valeurs, pourquoi pas, mais de le séparer si drastiquement de l'épistémologique, parce que je fais précisément l'inverse, je les assemble. Mais surtout, alors que l'énoncé, quelque chose de pas forcément faux mais incorrect, pas forcément logique, il faut une certaine fautivité, m'intéresse beaucoup. Mais c'est donc cette distinction entre un énoncé idéologique et un énoncé heuristique qui m'a vraiment arrêté. Et puis,
l'explicitation absolue du fait que de cette richesse des erreurs, en quelque sorte. Non pas par le lieu commun, mais dans sa richesse absolue de langue, par ce qui n'est pas une paraphrase, ce qui est littéralement l'analyse. Ça va avec cette distinction entre l'idéologique et l'heuristique. Pour moi, elle ne fonctionne pas ou pas complètement. En tout cas, je ne vais certainement pas en faire d'opposés antagonistes, puisque je vois dans l'idéologique la remotivation idéologique, par exemple chez le féminisme, puisque toute ma question est de savoir comment ça invente, le féminisme, ou ce qui ne s'appelle pas le féminisme, qui s'appellera peut-être ou pas, parce que c'est la même chose le féminisme, c'est l'idéologie qui devient heuristique. C'est la foi qui déplace la montagne de l'habitude. Hop, je reviens. Donc ça, j'ai plein de citations. Je vais pas pouvoir tout lire parce que ça va être long et chaud. Même sans avoir mis de ventilateur. Hop. Moi, je suis allée de claque en élimination. Voilà. Dans cette lignée, la question ne serait plus comment l'invention est possible, comment se fait-il que surgissent des propositions théoriques neuves et que certaines de ces constructions conceptuelles inédites réussissent. La question deviendrait plutôt pourquoi n'invente-t-on pas tout le temps? Pourquoi les théories novatrices sont-elles rares? Et j'ai envie de vous dire, peut-être que ça dépend aussi des âges. J'ai quand même l'impression que la France est forte en innovation pour des raisons évidentes. Tout est neuf. Pourquoi tout ce... Mais est-ce que les enfants pensent dans le sens philosophique? Ça, c'est une question. Pourquoi tout ce qu'il serait possible de proposer ne réussit-il pas? Il s'agit moins de la réussite pragmatique, efficacité, que de la réussite discursive, se laisser développer, engendrer un propos, et de la réussite rhétorique, être audible, communiquer, un sens. C'est pourquoi tous les résultats de l'activité inventive n'ont-ils pas la même fortune en termes d'accueil, de rôle, de succès? Quelle est la différence de ce qui est grand et qui est notre portée? Donc c'est... Et tout ça, tout ce cheminement se fait là en citant la Gestalt, Popper, enfin donc je trouve que c'est à chaque fois de lire ces livres un parcours intellectuel incroyable. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai noté, enfin pourquoi j'ai photographié les pages. Ça c'était très très important et ça rejoint les questions de mémoire des œuvres, ça l'annonce. C'est une chose étonnante que la caducité des ouvrages de pensée, je suis page 118. 30 ans après, c'est trop loin. La réflexion est ancrée, datée, à refaire. C'est l'investissement le moins sage, donc écrire des livres de ce type. À qualité égale et pour une même dépense d'intelligence et de talent, la fiction porte plus longtemps. On lit encore, on publie, on étudie des romans d'éloignement divers qui ne valent pas dans leur domaine, Ribot et Boutoul. La caducité des constructions de pensée éclaire la situation de l'intelligence discursive. C'est parce qu'elle a pour propos la connaissance que l'œuvre intellectuelle est de faible durée et sans cesse remplacée. Elle est ancrée dans le cercle de l'actualité, vite périmée, non pas toujours parce que les données objectives auront changé, mais parce que son sens dépend du langage d'une problématique et que ce langage ne la portera pas très longtemps. Elle aura sombré moins invalide que délaissée, démodée plutôt que réfutée. Et c'est à la fois tellement tragique, ça me semble parfaitement juste.
tellement triste aussi en fait. C'est... Je vais couper évidemment. C'est vraiment pour moi. Donc c'est ces questions-là qui sont vraiment abordées dans ce livre, passant notamment donc, sur ce refus d'une histoire linéaire. J'ai été très marquée par le chapitre sur le métaphorique. Un peu plus loin, donc c'est là où j'ai pris le plus de notes. Et donc cette question de l'innovation linguistique, parce que métaphore, d'une certaine manière, l'endroit le plus innovant, le plus innovant. Et donc de cette pensée, de cette pensée de pensée. Étudier Schlanger. Et donc là, ici, là. Et à cet oubli, souvent, de ce qu'elle appelle l'élaboration discursive de l'invention. C'est... moi, évidemment, je suis littéraire et c'est là qui m'a semblé absolument massif, difficile. Je pense qu'il vaut mieux avoir lu la métaphore vive, qui d'ailleurs n'est pas citée, mais de toute façon c'est pour ça la métaphore. Oui, c'est pour ça. Je n'ai plus la date en tête. Il faudrait que je fasse une vidéo dédiée à cet essai. Enfin, c'est un essai. Je connaissais. Sur ça c'est très important, page 184. D'autre part, le langage est par lui-même un matériau heuristique de la conceptualisation. C'est un effet de la distribution plurale du sens dans l'étoffe du langage. Comme le langage maintient plusieurs problématiques du sens, plusieurs groupes de notions, la pensée n'adhère pas à un propos fixe, mais elle peut circuler. Le nouveau se gagne par des déplacements de points de vue, des empreintes de langage qui permettent de passer d'un cercle de sens à un autre et d'éclairer l'un par l'autre. La conceptualisation neuve est ainsi métaphorique et c'est l'aspect métaphorique du langage intellectuel que je considérais à présent. Je ne sais pas si j'arrive à me relire, parce que ça c'est vraiment là où j'ai pris le plus de notes, cette idée dans stock métaphorique et donc aussi donc, la métaphore elle-même comme quelque chose qui n'est pas radicalement neuf. Et qui revient, en fait, je vais juste le résumer là, je lis une citation. Celle-ci a été vraiment importante. Ni la tautologie ni l'inouï ne relèvent de l'intelligence. Et cela pour des raisons qui ne sont pas symétriques. Le tautologique parce qu'il ne déplace rien, mais l'inouï pour une raison plus radicale, parce qu'il ne place rien. Puis à la rigueur, ce qui n'est pas connecté n'est pas pensable, et ce qui n'est pas pensable est par là même, dans une certaine connexion notamment, celle des langages, des symboles, qui justement portent les virtualités du sens. Si l'inouï pur est ce dont nous pouvons avoir. Je suis incapable de lire, je sens. Mes excuses pour le fois que je prends des notes. Je prends des notes, ça c'est vraiment un signe que je suis à l'ouvrir. Qui à la rigueur, ce qui n'est pas connecté n'est pas pensable, et ce qui est pensable est par là même dans une certaine connexion, notamment celle des langages et des symboles, qui justement portent les virtualités du sens. Si l'inouï pur est ce dont nous ne pouvons pas avoir la moindre idée, par rapport à cette limite, l'idée inédite n'est pas radicale. Elle est différente des autres d'une différence relative. Elle change la perspective, organise les données, élimine certains éléments, rend possible d'en envisager d'autres en les dégageant de leur insignifiance. C'est parce qu'elle n'est pas radicalement nouvelle qu'elle peut être novatrice. Et donc c'est ce... Je ne vais pas lire à toute fin absolument superbe. Les différentes citations. Je crois qu'on peut lire un livre comme celui-ci comme un traité sur une question, surtout si on veut étudier cette question, autrement comme un parcours
on n'arrivera pas forcément à entièrement, complètement ou précisément comprendre ensuite. Ce parcours étant aussi bibliographique, ça peut être extrêmement précieux de le préciser, mais étant avant tout intellectuel, c'est-à-dire c'est une pensée qui avance sur une question, et cette pensée, ici dans ce livre, c'est la pensée, et qu'une pensée se définit par sa nouveauté. Et donc c'est quoi? Ça, c'est une question qui est assez récurrente chez Schlanger. C'est quoi le neuf? C'est quoi le passé? Évidemment, c'est la même question, l'envers l'une de l'autre. Et qu'est-ce qui rend aussi possible la communication de ces nouveautés, cette transitivité et plus largement des élaborations qui, donc, chez elles, sont quand même globalement dans des histoires, des idées, des mentalités plutôt individuelles, mais qui sont aussi des idées d'époque. Il y avait une petite mention de l'inventivité en groupe qui m'intéresse particulièrement, puisque c'est celle de la politique. C'est, je crois, ça offre quelque chose comme le commentaire du geste encyclopédique. Où, c'est pas un cours. C'est mieux qu'une conversation. Et je crois que voilà, vraiment le passage sur la Gestalt, je ne l'achetais pas du tout, Poincaré, avec des moments, les anecdotes mathématiques, ça fonctionne bien sur moi, mais je connaissais à peu près ça là en fait. D'autres moments sont plus difficiles, c'est pas forcément grave, mais voilà, c'est rarement je vis une telle pensée se dérouler, et cette question donc, de la novation, elle est si essentielle à tant de niveaux de l'existence, et évidemment aussi des œuvres et de leur silence, que j'ai du mal à... Je sais que j'aurais du mal à faire sans un livre pareil. Je vous dis à bientôt.